Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Cette semaine, on revient au début des années 90, en 1992, pour parler de Dernière Limite de Bill Duke, Deep Cover en anglais. Production indépendante New Line. Ouais. Et je suis avec mon ami Rafik Djoumi pour en parler. Salut Rafik. Ouais, celui qui parle à côté de toi. Salut, ça va Steph? Ça va Raf? Ouais. Ça fait longtemps que tu n'avais pas vu Deep Cover. Ça faisait... Non, en fait, c'est un film que je vois assez... en fait, déjà il faut-il encore le trouver? Parce que en fait, c'est un film qui est sorti en DVD chez nous, en salle. Alors, sortie salle avec une affiche, je me rappelle, catastrophique. Sortie technique. Sortie technique en mars 93. Et vu à l'époque, j'avais pas des grosses attentes sur le film, mais j'avais vraiment envie de le voir, je me rappelle. Et puis après en vidéo et en DVD. Et il n'existe pas autrement. À l'époque, je bossais au Cinéphage, parce que je suis si vieux que ça. Et j'étais, je crois, le seul de l'équipe à l'avoir mis dans ma liste des 10 films de l'année, Deep Cover. Ouais, c'est à ce point-là, carrément, quoi. C'était le 10e, en fait. Il arrivait, il s'était hissé jusque-là, je pense à cause de l'effet de surprise, parce que, franchement, j'attendais pas grand-chose de Bill Duke en allant à la... Et puis, il n'y a pas eu grand-chose derrière, en toute honnêteté. Voilà. Mais effectivement, c'est déjà peut-être une façon de positionner ce film puisque Bill Duke, donc, il s'était fait remarquer à Cannes, je crois que c'était 2 ans avant, en présentant Regine Harlem, qui avait été très médiatisé, puisque donc le festival de Cannes fin des années 80, début 90, en fait, a beaucoup poussé la vague afro-américaine au cinéma, dans le sillage de Spike Lee, en fait, et de Do the Right Thing. Et c'est à Cannes qu'étaient présentés les Boys in the Hood, je crois même Menace to Society un peu plus tard, voilà. Et cette vague de films qui étaient des films from the Hood, il faut compter, il y avait eu le Colors de Dennis Hopper, quelques années avant, tout ça. Bref. Et en fait, ils ont essayé de vendre Bill Duke et Regine Harlem comme un représentant de ça, alors qu'en fait le mec Regine Harlem se voulait au contraire un film très classique dans sa facture. Si ce n'est que c'est une adaptation de Chester Himes, et en fait, mine de rien, c'est pas si flagrant que ça d'adapter ce romancier-là. Après, il faut préciser peut-être une chose aussi pour ceux qui n'ont pas forcément la référence. Bill Duke, c'est un acteur. Oui. C'est-à-dire, c'est un second couteau assez fameux à Hollywood. On l'a vu dans Commando, dans Predator, etc. Faut resituer c'est un acteur qui passe à la réalisation, donc avec Regine Harlem à cette époque-là en 91, quoi. Et effectivement, c'est clairement pas un film, comment dire, Regine Harlem, c'est un film de gangster, mais c'est clairement pas un film hyper intéressant, non, si ce n'est sa source d'inspiration, on va dire, ce qu'il adapte, qui est très intéressant. C'est une représentation de New York des années 30-40, et en fait, et de la communauté afro-américaine à cette époque-là, donc c'était quand même assez spécifique aussi, quoi. Et après, on va vraiment faire un global, je pense, sur Bill Duke. Il a réalisé des films comme Sister Act 2, qui réussit l'exploit d'être encore pire que le premier. Faut bien vivre. Voilà. Voilà. Mais bon, pour lui, je pense que c'était une manière... je me rappelle très bien qu'à l'époque, il était assez fier d'être un réalisateur noir, en fait, dans une grosse production Disney. C'est-à-dire que c'était vraiment... Il y avait un enjeu pour lui, en fait, à ce niveau-là. Peu importe la qualité du film, presque, en fait. C'était vraiment l'enjeu politique, sociopolitique qui était derrière. C'était pas un film indépendant à la Deep Cover. Mais du coup, Deep Cover, c'est aussi peut-être le problème du film. On peut le dire tout de suite. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, mais en même temps, dont je reconnais le déséquilibre perpétuel. Parce que je pense qu'on a essayé d'en faire ce qu'il n'était pas. C'est-à-dire que c'est une phrase de Terry Gilliam qui disait... un éléphant c'est très beau et une girafe c'est très beau, mais à Hollywood vous avez des gens qui essaient de transformer des éléphants en girafes et tout ce que ça donne c'est un éléphant difforme. Et donc on a souvent effectivement ces films qu'on essaie de faire correspondre à une vague commerciale du moment et qui sont pas du tout faits pour. Et je pense que Deep Cover, New Line a essayé d'en faire un film From the Hood, justement, alors qu'il n'était pas dans sa tonalité et son esprit au départ. On sent bien que c'est un film qui était beaucoup plus lyrique, classique,
que ce qu'ils ont essayé d'en faire. Mais on reviendra dessus. On peut déjà vite raconter ce que c'est et d'où ça vient. Pitch le film, Raph. Donc, le projet, le film, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Russell Stevens, qui est joué par Larry Fishburne, qui en fait veut s'engager dans la police et lutter contre le crime parce qu'il est traumatisé par la mort de son père quand il était gamin, qui était un junkie en fait, qui est mort en braquant une épicerie. Et donc, il accepte d'être un agent undercover, donc, et se faire passer pour un trafiquant de drogue pour faire tomber, un cartel. Et du coup, ça l'oblige à s'immerger dans la vie de gangster. Et donc, ce mec, voilà, qui est marqué par ce trauma, en fait, va y être confronté régulièrement, puisqu'il se retrouve à littéralement trafiquer de la drogue, et donc à contaminer les enfants, enfin c'est son dilemme, du quartier, en fait, c'est son d'origine. C'est exactement. Et en fait, il s'associe avec un avocat qui est joué par Jeff Goldblum, qui est un trafiquant, donc, pour essayer d'élaborer une nouvelle drogue qui a tous les avantages sans les inconvénients du crack. Voilà. Et donc, ils ont besoin d'une somme faramineuse pour arriver à mettre ça en place. Voilà. Et en fait, il fait régulièrement des rapports à son commissaire divisionnaire, qui est joué par Charles Martin Smith. Et au fur et à mesure, on le voit plonger en fait et se perdre là-dedans, puisqu'il va être amené à tuer, etc. Voilà. Ce qui est très intéressant avec ce film, c'est peut-être moins flagrant aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de séries télé qui sont passées par là, mais c'était un film qui avait une certaine ambition, je dirais, de caractérisation en fait, psychologique. C'est-à-dire que certes, il y a ce trauma qui est présenté dès le début, et d'ailleurs, c'est pas forcément la meilleure scène du film, hein. Elle a un côté un peu... Moi, j'adore. Ouais, mais elle a un petit côté en fait rêverie, enfin pareil, voilà, très féerique, qui est parce que ça se passe à Noël et tout, et en fait elle est un peu étrange parce qu'en fait elle est hyper expéditive, en fait elle fonctionne très très vite quoi, mais par contre en fait il y a vraiment l'idée de présenter un personnage qui n'est pas, comment dire, enfin dans les zones de gris quoi, vraiment. Donc en fait c'est ça, et mine de rien dans les cinémas policiers de cette époque-là, même si tu avais des films que tu as cités comme Colors, etc., c'était finalement assez tranché les choses quoi. Là c'est vraiment beaucoup plus diffus, beaucoup plus subtil, et beaucoup plus film noir en fait, hein, puisqu'on voit effectivement un glissement de terrain psychologique du héros. Je crois qu'on peut le dire d'emblée, hein. Moi je considère que c'est le meilleur rôle de Larry Fishburne. Il est juste impérial du début à la fin, parfait pour ce rôle-là, et il s'est beaucoup engagé. Bill Duke l'a dit, hein, en interview. Bon, il y a une scène que je spoilerai pas, mais qui arrive vers la fin du film sur un quai sur le quai là, où vraiment, d'après Bill Duke, il est parti quoi. Il était à fond dedans. Ils ont été le rechercher tellement le mec était investi dans son rôle. Et vraiment ça se voit. Et le film fait pas de cadeau à ce niveau-là, au sens où il est très inquisiteur dans ses plans. Il reste longtemps sur sa gueule et tout. Tu vois toutes les émotions complexes par lesquelles il passe. Et puis de toute façon, interpréter un flic undercover, pour un acteur, c'est déjà un cadeau, parce que ça veut dire fonctionner sur plein de niveaux, c'est-à-dire jouer un rôle dans lequel tu joues un rôle quoi. Donc il est vraiment impérial. Peut-être que du coup, dans le contraste, Jeff Goldblum est un petit peu trop Goldblumesque à côté, même si son personnage est intéressant aussi. C'est le Goldblum pré-Jurassic Park. Ouais, c'est ça le truc, pré-Jurassic Park et pré-Independence Day, donc il a quand même, je pense, plus de nuances, je trouve, que ce qu'il a pu faire après par la suite. Mais il a déjà ses mimiques. Bien sûr, de toute façon, Goldblum, il avait déjà ses mimiques dans la série télé qu'il faisait. Bien sûr. Et qui s'appelait, je crois, Timide et sans complexe. Exactement. Comme ça, voilà. Et donc, c'est au départ, le récit est tiré d'un bouquin d'un agent de la DEA qui s'appelait Michael Levin, qui s'appelait donc Deep Cover, The Inside Story of How DEI Infighting Incompetence and Subterfuge Lost Us the Biggest Battle of the Drug War. Je veux bien que tu traduises parce que ton accent anglais nous a perdus. Donc, Undercover, enfin Deep Cover, l'histoire de comment le combat de l'agence du DEA, son incompétence et son subterfuge nous a fait perdre la guerre contre la drogue. En fait, c'est l'histoire d'un agent qui a réalisé qu'en fait il se battait contre le bout de la chaîne, quoi, c'est-à-dire là où ça sert à rien, et qui avait tenté de remonter en fait, et de voir à quel point c'était finalement un système qui était
voulu ce trafic de drogue et cette destruction des communautés. Michael Levin, donc cet agent, c'était pas un black. Mais dans le film, il y a des références. Comme son nom peut éventuellement l'indiquer. Ouais. Il y a une référence à ça, parce qu'à un moment donné, on a une indication comme quoi un des barons de la drogue fait des parties de golf avec George Bush, quoi. Donc cette idée, elle est restée. Mais évidemment, en faisant du personnage principal à un black, on amenait tout de suite la question sociologique sur le terrain, puisqu'évidemment, à l'époque, l'épidémie de crack, c'est surtout cette population qu'elle est en train de déchiqueter, quoi. Alors, je veux peut-être préciser une chose aussi dans la production du film. Ce qui est très intéressant aussi dans le fait d'avoir Laurence Fishburne dans un rôle principal, c'est que c'était pas forcément le cas à l'époque, en fait. C'est-à-dire que c'était aussi un gros second rôle, en fait. Et notamment, il avait cartonné à l'époque dans un film, justement, puisque tu disais que Nuland voulait l'inscrire dans cette vague de films, dans Boys in the Hood, puisqu'il joue le père. Voilà. Oui, tout à fait. Et qui a un rôle très marquant aussi, quoi. Et je pense que le film s'est financé à hauteur de... C'est un petit budget, 5-6 millions de dollars à l'époque. Il s'est financé à hauteur du succès de Boys in the Hood aussi. Oui, non, il a vraiment été marketé comme un film From the Hood, alors qu'encore une fois, on est vraiment plus dans le film noir, quoi. Alors, très stylisé. C'est-à-dire stylisé, voilà, et ça on va en parler aussi parce qu'il y a un chef-op de renom. Bien sûr. Voilà. En fait, il y a comment dire, il y a deux styles, je dirais, qui se battent en duel dans le film, qui sont donc je dirais un style que j'appellerais moi lyrique classique et un style clipesque From the Hood, justement. Et c'est d'emblée, c'est visible dès l'introduction en fait du film, parce que le film démarre en fait sur un plan assez curieux qui est en fait un plan tiré du film en ralenti saccadé, et qui est pas un plan très joli ou très intéressant, mais qui fonctionne très bien avec la rythmique. Mais parce qu'il est monté sur un morceau de rap, et qui du coup fait justement un peu MTV, quoi. Et juste après cette introduction, on a la scène d'ouverture à proprement parler du film, où là on est complètement ailleurs. C'est un plan littéralement à la Tim Burton, avec un grand mouvement de grue sur Cleveland en 72, la neige qui tombe à gros flocons, et cette voiture ancienne qui vient se garer, etc. Et donc ce dont tu parlais tout à l'heure, ce côté un peu féerique, voilà, il est vraiment burtonesque à donf. Et ce qui tranche dans l'idée d'un polar Boyle. Bien sûr, complètement, tu vois. Et donc, dès le début du film, on voit qu'il y a deux films qui se battent en duel. En fait, toute la partie de la façon avec laquelle ce personnage va être utilisé par les services de police pour aller se confronter au mal, en fait, c'est de sa descente aux enfers. C'est filmé, en fait, d'une façon très... avec une imagerie chrétienne très très appuyée, et pas seulement une imagerie, il y a aussi dans les dialogues, puisque le personnage de Charles Martin Smith, donc qui joue son patron, son commissaire divisionnaire, d'emblée lui dit I'm God, I know everything, quoi. Et c'est plusieurs fois répété dans le film que c'est Dieu. Il est filmé toujours dans des halos lumineux, en contraste avec Larry Fishburne, qui souvent, quand il est en face à lui, est filmé contre un mur. Donc tu vois, lui il est bloqué, l'autre il est oh là, alléluia, quoi. Et je trouve en plus que Charles Martin Smith le joue d'une façon comment dire, terrible, quoi. Il a un cynisme dans son ton, comme s'il lui voulait du mal, comme s'il était en train de faire une expérience, en fait, avec une petite souris. C'est clair, c'est clairement c'est un personnage manipulateur, en fait, très très prononcé, et c'est d'entrée de jeu, en fait, on le sait assez vite, en fait, parce que de toute façon c'est comme ça qu'il l'envoie sur le terrain, c'est-à-dire en fait il est déjà en train de lui mentir sur ce que lui va pouvoir en fait obtenir. Il le condamne, en fait, c'est la chute, en fait, au sens biblique du terme, quoi. D'emblée il le dégage du paradis. Bon, bref. Ensuite il y a un autre personnage important qui est un flic joué par Clarence Williams, pareil, qui d'emblée dans The Third. Clarence Williams the Third, qui d'emblée demande au personnage de Larry Fishburne qu'il croit être un trafiquant, donc il l'arrête parce qu'il pense que c'est un trafiquant, et il lui demande Are you Christian? Il lui donne même un livre de prière que Fishburne dégage en rigolant, parce qu'il est dans son rôle, en fait, d'undercover. Et ce flic Clarence Williams, lui, nous est présenté dans les gyrophares de la voiture de flic, c'est-à-dire avec une alternance de rouge et de bleu, en fait, sur la gueule. Le premier meurtre auquel assiste
Fishburne, une fois qu'il a commencé sa mission, c'est le meurtre d'un enfant, un adolescent de 12-13 ans dans une ruelle, qui se fait buter par un mec en rouge, dans une voiture rouge, dans une allée rouge. C'est très baroque comme film. On y va à fond, quoi, si tu veux. Mais sur le papier, déjà, il y a de toute façon ces personnages-là. Tu parlais de Clarence Williams, tout ça, c'est des points d'ancrage en fait. Tu sens dans la structure scénaristique déjà qu'il y a la volonté. Alors ce personnage-là, il a cette fonction-là, il va être le point d'ancrage vers ce qu'il a été auparavant. Ce personnage-là, plus tard, va être justement le personnage qui va l'emmener vers la déchéance, etc. Donc il y a tout un tas de... Je veux dire... c'est pas un défaut hein, dans le film, hein, au contraire, quoi. Mais tu sens vraiment les fonctions des personnages. La voisine avec son gamin, tu sens qu'elle renvoie à un truc qui est clairement lié à son père, etc. Sauf que tu vois, ils ont mis une femme à la place. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui sont très très spécifiques. Et moi, je trouve justement plutôt bien écrit. Bien écrit, bien sûr. Et terrible aussi, hein, parce que donc effectivement le rapport avec la voisine est absolument effroyable, parce que en gros c'est une junkie et effectivement lui tout ce qu'il voit c'est pas la junkie en fait, il en voit partout, il s'en fout quelque part. Ce qu'il voit c'est le gamin en fait, qui est quasiment autiste, qui est obligé d'être autiste dans cette situation-là, et ça cumule avec une scène où elle essaie carrément de lui vendre le môme, quoi. Donc, lui vendre le môme, de coucher avec. Oui, bien sûr. Comment dire, dans sa descente aux enfers, en fait, il y a un personnage donc de trafiquante, d'assistante de Jeff Goldblum, qui est une nana qui vend des trucs d'art, qui a une galerie d'art, quoi. Et donc dans la scène où Fishburne la rencontre et en gros la dragouille, quoi, il la dragouille dans son rôle, et il prend un masque de démon africain en fait, qui se met sur le visage, quoi, pour la draguer. Et donc tout ça fait partie d'un film qui est vraiment un film, je dirais, qui raconte tout par l'imagerie, par le lyrisme, qui est pas du tout ce qui se faisait à l'époque, justement, dans des Boys in the Hood ou des trucs comme ça, qui se voulaient soit naturalistes, soit clipesques. Je continue sur les évocations religieuses, parce que elles sont vraiment presque plus que simplement chrétiennes, je dirais même catholiques, parce qu'on a... Lorsque il se rend chez Barbossa pour négocier avec Jeff Goldblum, il est dans un restaurant où donc il y a déjà sur scène il y a une stripteaseuse qui est déguisée en nonne. Le resto c'est quasiment une cathédrale, quoi. T'as des colonnades et des tentures rouges, etc. Enfin voilà. Puis c'est un des seuls moments où il fait justement un plan séquence en tournant autour du truc, en fait, pour bien montrer le décor et bien montrer en fait comment le perso derrière de la stripteaseuse elle est c'est un décor accessoire, alors que enfin bref et voilà. Mais c'est aussi un film sur lequel il s'est vachement lâché, parce que mine de rien c'est pas du tout, alors il s'est vachement lâché, encore une fois je pense qu'on va parler à un moment donné de l'apport de Baseli, du chef-op, mais c'est pas quelque chose qui est forcément évident, même dans les films qu'il fera après. Donc sans parler de Sister Act 2, il avait fait un autre film de gangster type années 30-40 qui s'appelait, alors je sais plus comment c'était en français, mais en anglais c'était Hoodlum, avec Laurence Fishburne, qui était vraiment vraiment raté, et là c'était pour le coup un plus gros budget, et il tentait des trucs, mais il tentait pas, c'était beaucoup plus brouillon, je trouvais, en fait, voilà. Alors que là il y a vraiment des trucs qui fonctionnent, qui vendent vraiment ce que tu as sur le papier, quoi. Parce que l'imagerie t'aide, en fait. Moi je pense que Bill Duke il s'est beaucoup concentré sur la direction d'acteur sur ce film, parce que vraiment déjà c'est un comédien lui-même, et les rôles que ces mecs ont à jouer sont quand même assez subtils, comme on l'a répété plusieurs fois, mais pour ce qui est de raconter par l'imagerie, lui il est partisan de ça, hein. Il est admiratif du cinéma classique, du cinéma même muet, justement d'un cinéma qui était dans l'économie de mots et qui essayait de te raconter les choses par les images. Mais est-ce qu'il en avait les compétences? Effectivement, je suis pas forcément sûr, et du coup c'est là où on a des raisons de se demander qui est à l'origine de cette imagerie gothique et catholique. Parlons-en un peu, parce que c'est une théorie, depuis qu'on se connaît, c'est une théorie que tu m'avances, qui est assez intéressante, qui est et qui, je pense, en fait est assez valide même, en fait, dans le sens où ça se voit sur plusieurs films. Même si on n'est pas forcément d'accord sur les capacités de chaque réalisateur, Baseli, c'est un chef-op qui a travaillé notamment avec Abel Ferrara, et là donc avec Bill Duke, et il se trouve en fait que quand il a travaillé avec ces réalisateurs-là, il leur a proposé l'imagerie la plus esthétique, la plus travaillée, la plus léchée, et ce qui est pas forcément flagrant, même si moi je peux apprécier le cinéma de Ferrara par ailleurs. Il y a un gouffre entre effectivement
comment dire, King le of Body New York. Snatchers. Non, Bah même oui, que, oui. Body Snatchers, c'est ce qu'il fera plus tard Bien avec sûr. Blackout ou même Bien avant, sûr. en fait. Mais justement, moi j'ai découvert Deep Cover à peu près au même moment où je découvrais Body Snatchers. Bah, c'est sorti Et, il y a 3 mois voilà. après, ouais. Et donc c'est là où effectivement cette théorie s'est pointée, parce que Body Snatchers, on avait des échos à l'époque dans le milieu de la presse, comme quoi Ferrara c'était sa période cocaïnomane à donf, quoi. Et il n'était pas là la moitié du temps sur C'est-elle le vraiment plateau. arrêté cette période? Comment? C'est-elle Oui, non, vraiment mais- arrêté cette période chez Bah non, mais Ferrara? c'était une période où, genre, il était carrément enfermé chez lui, en fait. Mm. Il en sortait pas. Et quand tu vois Body Snatchers, à l'époque, tu te dis, mais il est où Ferrara là-dedans, quoi? Il y a quelqu'un manifestement qui réalise, parce que le film a une très forte identité narrative et visuelle, mais tu reconnais nulle part Ferrara, quoi, ou presque pas. Et la mise en scène de Body Snatchers, je la retrouve dans tout le lyrisme de Deep Cover, d'un réalisateur, Bill Duke, dont j'ai pas du tout apprécié les films précédents. Et donc, bah oui, à un moment donné, tu te dis, c'est le même chef-op. J'ai quand même l'impression que ce mec, il sort de son cadre autorisé, en fait, de chef opérateur pour devenir beaucoup plus important sur les choix de mise en scène En du tout cas, on film. pourrait considérer qu'il y a une énorme collaboration, on va dire, et qu'il est très proactif là-dessus, quoi. C'est sûr. Alors, bon, c'est peut-être anecdotique, mais dans la scène finale du film, il y a un membre une commission de justice, en fait, qui est regroupée. Et ils ont leur nom sur les plaquettes, en fait. Et le principal de la commission, son nom, c'est Bojan Baseli, en fait. Voilà. Et il y a aussi la chef décoratrice Pamela Warner, dont le nom est inscrit à côté. Mais donc, du coup, oui, effectivement, l'influence de Baseli sur cet aspect du film, pour moi, elle semble vraiment marquée. Encore une fois, surtout par rapport à cette imagerie catholique. Après, il y a des trucs qui, à mon avis, étaient déjà très présents dans le script. Oui. Je pense qu'effectivement, quand vers la fin du film, sans spoiler, David dit au héros forget this judéo-christian bullshit, c'est pas quelque chose que le chef opérateur a amené, c'est le récit lui-même qui de toute façon t'a amené là-dessus. Donc encore une fois, on le rappelle, le personnage joué par Jeff Goldblum est un avocat juif. C'est d'ailleurs, comme tu me l'as dit, un film qui n'est pas forcément apprécié par certains. Dans cette de la communauté. représentation-là. Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, c'est pas le seul film. Je pense que c'est l'archétype, le cliché, en fait, c'est comme ça que c'est présenté, de l'avocat juif, qui était aussi Dans l'impasse. Dans l'impasse, qui était Ouais. problématique aussi dans Ouais. l'impasse, quoi. Mm. Mais je pense à plus forte raison dans l'impasse, parce qu'en fait, ils lui ont fait un look qui n'est pas du tout le look de Sean Penn, en fait, habituel. Donc, je pense qu'ils ont accentué ce truc-là. Et bon, De Palma étant quand même lui-même un type assez, baroque et qui va très très loin dans ce que nous on apprécie, hein, justement, pour le coup, la vulgarité et la vulgarisation. En fait, voilà, je pense que ces films-là, ça n'a pas été très bien pris par les communautés juives. Par certains, j'imagine. Certains, pas tous, pas tous, voilà. mais ouais. Mais il faut rappeler encore une fois que Henry Bean, donc l'auteur du premier script, parce que le script a été réécrit par Michael Tolkien, on l'a pas précisé, qui la même année en fait était nominé aux Oscars pour The Player, je crois, et The Player était tiré de son propre Enfin, bouquin. un an près, ouais. Ouais, et donc il était quand même Tolkien très bien vu. Mais Henry Bean, c'est un mec qui dans sa carrière a souvent parlé du complexe du juif, si on peut pas dire ça comme ça. Il est évidemment juif lui-même. Il a réalisé un film, The Believer. C'est ce titre d'ailleurs, The Believer. Danny Balint en français, je crois. Danny Balint, ça s'appelle en français, avec Ryan Gosling, qui est aussi une histoire de fudge et de problématiques fudge. Donc voilà. Donc le personnage de Jeff Goldblum, il n'a pas été écrit par quelqu'un qui regarde ça de loin. C'est vécu de l'intérieur. Et puis c'est un personnage complexe aussi. Hein, effectivement, très complexe, quoi. Après, ça reste un personnage de criminel. Donc, oui. mais je pense c'était que la grande époque, en fait, où alors, bon, c'était moins flagrant, encore une fois, dans Deep Cover, parce que c'est un plus petit film. Mais dans la grande époque où les communautés en fait s'attaquaient au fait tout simplement qu'on les représentait de manière négative. Et quand je dis de manière négative, c'est des criminels. Par exemple, la communauté homosexuelle et lesbienne s'était attaquée à la même époque à Basic Instinct, tout simplement parce qu'il y a une tueuse lesbienne dans le film. Oui, donc bien sûr. Non, mais après, il cherche à provoquer quelque chose. Moi, je te dis, il y a un truc qui, à mon avis, vient du script et n'a pas été décidé ni par le réalisateur ni par le chef-op, qui est dans une scène de poursuite en voiture qui, je trouve, d'ailleurs, n'est pas très bien faite, pas très bien montée. Le personnage, donc,
juif de Jeff Goldblum décide de blesser Barbossa et lui tire dessus, lui fait des trous dans les mains. Ah oui. Excuse-moi, quoi. Enfin, dans l'imagerie judéo-chrétienne du film, ça se pose là. Il est carrément en train d'en faire des stigmates, quoi, sur le mec, avec une violence qui est subite et même gênante par rapport à ce personnage qui n'a rien au départ de violent, quoi. Donc ça n'a pas été mis là par hasard, quoi. Ça nous raconte quelque chose. Et je pense que c'est aussi parce que le film tente d'amener par l'imagerie religieuse à ce que le spectateur établisse lui-même son compas moral. Il va pas te dire quoi penser, il va pas te dire ce qui est bien et ce qui est mal. Mais par cette imagerie religieuse, il t'oblige à prendre position, je pense. Et de toute façon, pendant tout le film, tu es conscient qu'il y a un enjeu moral, mais il se situe où le rôle des enfants est très important dans le film, on l'a dit, hein, il y a le gamin de la toxico, il y a lui-même qu'on voit gamin au début, il y a le gamin qui se fait tuer, de toute façon, c'est un renvoi évident. Voilà. Et c'est presque ça qui nous sert à positionner notre boussole, à se dire, ok, là il est en train de déconner, là il est en train de partir, là il est en train de revenir. Mais c'est parce que le film nous oblige des fois à prendre fait et cause pour lui dans des actes innommables, et je pense notamment à un meurtre assez sanglant qui a lieu dans les chiottes d'une discothèque, quoi, où il doit tuer il tue quelqu'un de sang-froid, enfin pas vraiment de sang-froid, parce que le mec fait tout pour se faire buter d'une certaine façon, il lui pisse sur les chaussures littéralement, mais ça n'empêche qu'il il est dans la provocation, mais après mais ça n'empêche que l'autre il le charcle, quoi, si tu veux, et il ressort avec du sang plein la gueule, sous la pluie, dans un plan débulé dans un escalier. Enfin, on y va à fond pour te dire où tu te situes, toi spectateur. On va pas te dire, c'est à toi de je pense positionner. Il y a des grandes chances que sur ce film-là, peut-être que les gens nous confirmeront ça dans les commentaires, ce soit un de ces films qu'on remette un peu en avant et que les gens le découvrent. Si c'est le cas, faites attention, si jamais vous tombez sur un DVD ou un truc comme ça, de ne pas le regarder en VF. La VF, de mémoire, était vraiment catastrophique. Expédié. Plus qu'expédié, hein, ça rend vraiment, ça transforme un peu le film en série Z. C'est-à-dire que, parce que comme on l'a précisé jusque-là, tu parles de lyrisme, tu parles d'imagerie chrétienne, catholique, tout ça, c'est très facile de rendre la chose ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, le film, il est aussi sur la ligne tenue. C'est d'ailleurs les meilleurs films en général, hein. C'est ceux qui n'ont pas peur en fait d'aller là-dedans, quoi. D'oser. Et du coup, en fait, la VF, qui était vraiment catastrophique. Moi, je me rappelle, je l'avais pas vu comme ça, en fait, mais je l'ai vu en vidéo comme ça après. Et j'ai fait, mais c'est une catastrophe. J'aurais découvert le film comme ça. Je pense que ça m'aurait flingué une partie du truc, quoi. Et donc, faites très attention à ça. Malgré tout, je sais pas s'il y a encore des gens qui regardent des VHS, mais on sait-on jamais, quoi. Alors là, on a beaucoup parlé de l'imagerie qui, moi, me plaît dans le film. On n'a pas parlé de celle qui plaisait pas, parce que, encore une fois, le film est déséquilibré. Et à côté de cette imagerie judéo-chrétienne, on a donc toute une imagerie MTV qui, je trouve, est pas du tout à sa place. Je pense notamment à la première arrivée du personnage à Hollywood, dans les bas-fonds d'Hollywood, en fait, où il va commencer sa carrière de dealer. Elle est filmée avec une succession de jump cuts assurés, qui sont vraiment dégueulasses, quoi, et qui puent encore une fois le vidéoclip de 1991. Mais ça, je pense que c'est de la récup en post-prod, en fait. Exactement. C'est pour ça que je pense que c'est un film qui a été refait. Je pense pas que le plan d'ouverture ait été le plan prévu. Je pense que le film devait commencer avec la scène de Noël et pas avec ce plan qui a été récupéré à la va-vite. Ceci étant dit, le soundtrack, il est mortel. Ah il y a beaucoup de mots, mais justement, alors sur le soundtrack, il y a un score sur le film. Il faut quand même parce que généralement ces films-là étaient bourrés de chansons du début à la fin, mais là il y a quand même un score assez discret, mais du compositeur le plus improbable qui soit, qui est Michel Colombier. C'est-à-dire quand même l'auteur de la musique du Jardinier d'Argenteuil, de l'Alpagueur et de l'indicatif d'ouverture d'Antenne 2. Non, l'Alpagueur, ça colle un peu, tu vois. Je veux dire, c'est un polar. Non, mais le truc, c'est que Colombier, dans les années 80, a fait carrière à Hollywood, en fait. Il était sur Golden Child, sur ce genre de film-là, et il venait de faire New Jack City. Donc, c'est à mon avis ça qui lui a valu c'est pas le générique de l'indicatif d'Antenne 2 qui lui a valu d'être sur le cover. Mais même l'Alpagueur, dans l'absolu, je pense. Et sa musique, elle est discrète mais intéressante, parce que des fois, elle est carrément bruitiste. En fait, sur la scène finale, c'est carrément des bruits de corps de bateau, en fait. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà, la mort d'un personnage est rythmée par ce bruit-là, etc. Mais sinon, évidemment, c'est bourré
chansons de hip-hop de l'époque, dont une qui en fait que le film est un peu resté dans les mémoires, parce que c'est quand même un film qui a un peu, hélas, disparu. Mais cette chanson, la chanson du générique de fin, qui est une chanson qui s'appelle Deep Cover, elle est une all-time favorite. Voilà. Moi-même, à l'époque, j'avais gardé le CD uniquement pour cette chanson-là. Donc, c'était parce qu'à l'époque, Dr. Dre avait un peu disparu de la circulation après son clash avec Eazy de la NWA. Et en fait, il est revenu sur le devant The de la Chronic, scène. hein, juste avant. Hein. C'est juste après The C'est Chronic. juste 92. Oui, mais c'est juste après The Chronic. Ouais, c'est ça. Et en fait, il revient avec cette chanson Deep Cover, où entre-temps, il a été chopé un nouveau gars qui s'appelle Snoop Dogg, et qu'on entend donc dans cette chanson Deep Cover, et qui est en gros on va dire grosso merdo le lancement de la carrière de Snoop Dogg. Et le morceau est assez ça serait bien que Alain nous fasse conclure l'émission sur ce morceau Deep Cover qui a des balls, comme on dit, quoi. Ouais, et puis en plus, il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui, tu réfléchis avec le recul, c'est normal, c'est contextuel, hein, c'était l'époque, quoi. Mais je pense que n'importe quel polar rêverait d'avoir justement une BO de cette qualité-là, quoi. C'est-à-dire même y compris d'avoir ces noms-là, en fait. Bon, évidemment, maintenant, Dr. Dre, c'est juste... allez, disons-le clairement, le Mozart du rap, quoi. Tu vois, mais même si ça fait longtemps, son dernier album n'est pas forcément formidable, mais voilà, c'est quelqu'un d'incontournable, quoi. Et en tout cas, qui a influencé et marqué le hip-hop, en fait, de façon assez claire, assez nette. Et je pense que l'avoir aujourd'hui, ça serait un deal à multimillions de dollars. Donc là, en fait, se dire qu'il y a une BO entière qui est un peu, qui est infusée par ce morceau-là, et pas seulement celui-là, en fait, et qui est lié à Dr. Dre, c'est quand même quelque chose, quoi. Il y avait aussi important, en fait. Il y avait aussi un tube qui était Mr. Loverman. Ouais. Quand... Mais ça, je crois que c'était fait à part, non? C'était pas pour. Ouais, ça avait été fait à part, mais je crois pas qu'on l'avait entendu avant de voir le film. Il me semble que moi, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu ce truc, qui ensuite est devenu un tube. C'est en plus sur une scène intéressante, puisque c'est le personnage de Jeff Goldblum qui est toujours au riff du racisme, en fait. Il aime bien se taper des minettes black et faire des blagues. Ouais. Vraiment sur les blacks, quoi. Il y a carrément un moment où le personnage de Fishburne est sur le point de lui envoyer une bonne torgnole, quoi, parce que le mec pousse le bouchon assez loin par rapport à ça, il se sent tout permis. Bref. Mais donc, ouais, effectivement, Dr. Dre et Snoop Dogg, à la fin de ton film, ça a plutôt de la gueule, surtout quand ton film, justement, à lui-même est vu plutôt de la gueule. Donc voilà, il est classé aujourd'hui dans les films from the hood, quoi. Il est vu par le public qui cherche à voir des films from the hood. Mais je pense que les amateurs de films noirs et de polar feraient bien de se pencher là-dessus, parce que ça risque d'être surpris, quoi. Une précision justement par rapport à ça, c'est qu'en fait, il est peut-être classé comme ça, il est peut-être resté un peu dans cette vague-là. Mais bon, déjà, voilà, comme on l'a dit, en fait, il n'est pas facile à trouver aujourd'hui. J'ai cherché sur tous les trucs de VOD, il n'est pas disponible. Enfin, en tout cas, à ma connaissance. La dernière fois qu'il est sorti en DVD, c'était chez Metropolitan, chez nous, il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, facile. C'est aussi des éditions où il n'y a quasiment rien, pas de bonus, pas de... Voilà. Donc ça reste quand même, je pense, intéressant de redécouvrir justement en sortant de ce contexte, en fait, dans lequel il a éventuellement été fait et vendu. Même si moi je trouve qu'encore une fois, au final, c'est pas celui qui sort enfin, je veux dire, entre par exemple des films comme Boys in the Hood, Menace Society, Juice ou ce genre de choses, en fait. Même, je me rappelle, il y avait un tout petit film indépendant, mais tout petit, là, tourné à New York et tout, qui s'appelait Hanging with the Homeboys, qui a révélé un petit peu quand même. Il y avait Leguizamo dedans, des mecs comme ça. Voilà, c'était des trucs qui étaient hyper vendu comme ça, alors que là t'avais quand même, je pense que t'as une histoire policière vraiment à proprement parler, que le personnage principal reste quand même un flic. Ça sortait quand même un petit peu du lot aussi. Il y a un truc que j'ai pas dit, qui a été amené par Bill Duke, et
et que j'en aurais voulu plus dans le film. Bill Duke, c'est un gros fan d'un écrivain black qui s'appelait Iceberg Slim, oui. voilà, qui est un pimp, enfin un ancien macro qui est devenu écrivain et qui est un mec qui raconte surtout son histoire en fait. Voilà, et qui avait une façon, un phrasé très particulier qui a inspiré à donf le gangster rap, quoi. Et donc en fait à plusieurs reprises le personnage de Fishburne, qui est en voix off pendant tout le film, fait du phrasé à la Iceberg Slim. Parfois c'est vraiment des citations. La citation d'ouverture qui est So gather round as I run it down and unravel my pedigree. My father was a junkie. En fait, My Father Was a Junkie, ça c'est le rajout, mais tout le reste c'est du Iceberg Slim. Voilà. Alors moi j'ai lu ses mémoires, si vous voulez vraiment avoir une logique, c'est très très mal traduit. Donc c'est très difficile à traduire, mais c'est pas très bien traduit, et du coup en fait vaut mieux se concentrer sur, si vous avez suffisamment de bagages en anglais, en fait vaut mieux se concentrer sur la version originale. Et donc là ça participe évidemment du lyrisme du film, quoi, d'avoir ce phrasé impeccable sur des images très religieuses, quoi. Mais en même temps ça le raccroche à la tradition du hip-hop, puisque donc Iceberg Slim est vraiment à la base du gangster rap, quoi. Donc ouais, à voir Deep Cover si vous arrivez à le trouver. Si vous arrivez à le trouver. Merci Rafik. Merci Steph. Merci Alain, merci à la technique qui va nous mettre ce petit morceau de rap qui fait plaisir. Merci à tous nos auditeurs, à nos tipeurs. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur tipeee.com. Les mots-clés sont Capture Mag. Si vous voulez nous écouter, on est un peu partout maintenant, et sur Acast notamment. C'est notre nouveau flux RSS, on passe par là. Et moi je vous dis à la prochaine avec un prochain film.